Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez aussi bien qu'une cravate rouge autour du cou de Bali Bagayoko, le nouveau maire de Saint-Denis, nouveau punching ball de certains médias et nouveau visage de cette nouvelle France tant promue par Jean-Luc Mélenchon. Prenez place. Alors rassurez-vous, hein, je n'ai pas été récupérer ma carte à la LFI. Ce n'est pas demain la veille, hein, c'est pas pour tout de suite. Néanmoins, je ne pouvais pas ne pas saluer sa performance à notre frère Bali. Puisse-t-il garder les nerfs solides, la tête froide, étant donné qu'il va en avoir besoin. On sent qu'il va au-devant de plusieurs murailles psychologiques. Alors installez-vous, compte tenu de l'heure, mon ego ne réclame qu'une trentaine d'entre vous sur les milliers d'abonnés. Ce soir, nous allons justement dans le prolongement de mon introduction et également dans le prolongement d'une des vidéos que j'ai postées hier et à laquelle j'ai ajouté une sorte de post-scriptum aujourd'hui. Nous allons voir ensemble s'il existe un lien entre le port du costume et la manière dont la société nous traite, et tout particulièrement la société française. Mais au-delà de voir ce lien, on va essayer également de comprendre sur quoi repose cette évidence, parce que moi, ce lien, je le vois comme une évidence, hein, comme vous pouvez vous en douter. Et nous allons parallèlement voir comment peut-on balayer cette évidence au nom d'une autre évidence, selon laquelle, quelle que soit notre tenue, notre couleur de peau, prime, et que l'on soit habillé en pull à capuche ou en costume 3 pièces, le racisme que peut exercer un policier ne fera pas de distinction. Donc nous allons voir comment cette autre évidence se maintient. Merci pour la dédicace à la librairie africaine, hein, ça me touche. Avec tous les efforts que l'on fournit, c'est toujours agréable de recevoir ces marques de considération. Ça nous sert de carburant. Alors aujourd'hui, comme toujours, hein, mais aujourd'hui peut-être un peu plus que d'habitude, je vais vraiment demander votre participation en qualité d'acteur quotidien, sans jugement aucun. Personne ne jugera personne. En tout cas, pas de mon côté. Je souhaite que vous respecterez, j'espère que vous respecterez cette règle, afin qu'on puisse ensemble essayer vraiment d'y voir clair sur la base de nos expériences respectives. Parce que peut-être que ce que moi, je considère comme un bouclier, voire même une arme antiracisme, à savoir le port du costume et de la cravate, peut-être que c'est vrai dans un certain périmètre d'existence, comme par exemple Paris, voire même l'Île-de-France, mais peut-être que c'est totalement faux dans certaines bourgades, qui seraient peut-être beaucoup plus dominées par un esprit franchouillard, je ne sais pas. J'ai pas vraiment expérimenté les 4 coins de la France et de Navarre. Donc vraiment, à ce niveau, j'attends des uns et des autres que vous mobilisiez vos témoignages, et quitte même à venir témoigner avec moi à mes côtés, hein, je vous fais monter, il n'y a aucun problème. Il s'agirait aussi de partager l'image, hein, il ne faut pas que je sois en permanence tout seul. Donc, fondamentalement, je ne sais pas. Donc je vais commencer par vous poser la question, tout simplement. Est-ce que vous considérez qu'en France, on va se circonscrire à la France,
certes, l'habit ne fait pas le moine, c'est qu'à travers un habit, on ne peut pas détecter la moralité d'une personne. En revanche, l'habit fait quand même le prince. C'est-à-dire, à travers l'habit, une personne conditionne la manière dont elle va être traitée, et à plus forte raison s'il s'agit d'un afro, homme comme femme, et plus particulièrement les hommes. Et un peu plus tard, nous verrons pourquoi j'ai mis l'accent spécifiquement sur les hommes. Ce n'est pas par souci discriminatoire, mais c'est plutôt parce qu'il y a une spécificité qui colle à la peau des hommes afro dans l'imaginaire collectif, et notamment en raison du rap, tout simplement, et de l'image que les rappeurs eux-mêmes présentent à la face du monde à travers leurs clips ou leur exposition. Donc dites-moi, n'hésitez pas à me dire si, selon vous, le vêtement conditionne le traitement que la société, au sens large, et les institutions en particulier, que ce soit les préfectures, les mairies, la police, réservent à l'homme afro. Pour celles et ceux pour qui c'est évident, sachez que ça ne l'est pas pour tout le monde. Il suffit je vous invite, quand vous aurez le temps, à aller regarder certains commentaires qui sont apparus en dessous de la vidéo que j'ai consacrée précisément à cette thématique. Et vous verrez que une bonne partie s'est inscrit en faux face à mon argumentaire, face à ce que je considère être comme une évidence. Donc j'attends pour le moment. Alors, exactement, mais dites-moi, est-ce que vous, par exemple, vous avez pu expérimenter? Est-ce que... alors, honnêtement, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais je pense que si, c'est important d'être soigné, cela demande d'être habillé. Voilà, cela ne demande pas d'être habillé cher, je ne crois pas forcément au racisme. Très bien, merci pour ce témoignage, pour cette réponse. Est-ce que d'autres parmi vous, en plus de témoigner, ont pu expérimenter cette réalité? Est-ce que vous avez effectué un changement de style vestimentaire? Ou alors, peut-être pas de manière définitive, mais est-ce que vous avez constaté que un jour vous étiez habillé en jogging ou de façon un peu plus ou de façon décontractée, et que votre réalité, que ce soit dans les magasins, dans les interactions avec des inconnus, se déroulait d'une certaine façon, et qu'un autre jour, quand vous avez dégainé cette fois-ci un costume ou un tailleur, s'agissant des femmes, les femmes, vous êtes évidemment les bienvenues également pour témoigner, bien à ce moment-là, vous avez reçu un tout autre traitement. Donc vraiment au sens large, que ce soit dans les restaurants, les bars, les magasins, vraiment la manière dont le monde extérieur, en tant que tantôt potentiel client, tantôt citoyen, électeur, peu importe. Peu importe. Je ne peux pas me contenter et me cantonner à ma seule expérience. J'essaye d'ouvrir un maximum l'échange. Donc j'attends quand même de voir quelques réponses. J'en ai obtenu une, articulée, quelques lignes. Alors une autre, le style vestimentaire peut susciter des soupçons de la police dans les gares, généralement. Donc, un autre qui confirme l'idée qu'effectivement le style vestimentaire peut conditionner et peut susciter des soupçons, et en particulier dans certains points comme les gares. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que le vêtement donne une présomption d'image. Présomption d'image, c'est pas mal. Le port des lunettes, par exemple, renvoie à la présomption de l'intelligence. C'est très bien vu, ça, présomption, j'aime beaucoup. Je vais noter ça, présomption d'image. Effectivement, c'est-à-dire qu'il y a l'a priori positif ou négatif. Là, en l'occurrence, si on parle que ce soit des lunettes ou du costume, on parlerait plutôt de a priori positif. Merci, Value Africaine Culture. Présomption d'image. Ensuite, quand je vous ai découvert, votre décor et votre style force l'admiration et la curiosité. Merci pour mon ego. Donc oui, j'aime bien la déduction. Donc oui, effectivement, je peux me servir en effet d'illustration, de preuve. Quoique, parfois, pour la petite histoire, mon style a tendance, peut me desservir, justement. D'aucuns peuvent y voir une tentative de ma part d'escroquerie. Et non, il est trop bien habillé pour pouvoir être aussi sérieux qu'il le prétend sur le terrain intellectuel. Ça ne peut être qu'une coquille vide, qu'un vase vide. Voilà aussi ce à quoi j'ai été, alors un peu moins aujourd'hui, compte tenu des preuves quand même, ce que j'ai pu dérouler, déployer via mes animations d'émissions ou mes différentes interventions. Néanmoins, au départ, je ne vous cache pas que j'étais régulièrement heurté
par cet a priori, par ce préjugé. Alors, donc, j'attends vos témoignages. Hein. Déjà, merci à celles et ceux qui ont pris le soin de me délivrer les leurs. Ensuite, je vais vous dérouler ma petite analyse hein, pour ce soir autour de cette thématique. Ça peut en éclairer plus d'un parmi vous à comprendre ce qui se joue. Parce qu'il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu voilà, autour justement de ce rapport aux vêtements, faire prendre conscience éventuellement de la place du vêtement dans nos interactions, surtout dans le monde des adultes, dans le monde des adolescents, dans le passage entre l'adolescence et l'âge adulte, et que le vêtement, ce n'est pas uniquement qu'un uniforme de soumission, comme on pourrait le croire parfois, mais qu'il peut être au contraire un élément d'émancipation, d'élévation. En conditions académiques par ailleurs, l'on peut se poser la question de pourquoi les étudiants se mettent en costume tailleur et pourquoi pas en jean basket. Voilà, point d'interrogation. Ben justement, c'est l'une des questions qu'on va soulever ce soir. En effet, pourquoi on priorise certains codes vestimentaires comme le costume tailleur et au détriment d'autres codes, le jean basket. Alors, déjà, je vais commencer par répondre rapidement. La temporalité a son importance dans cette question, sachant que le jean basket est apparu après le costume et est apparu en réaction justement au costume. Il a été démocratisé, il s'est répandu au lendemain de mai 68 dans le cadre précisément d'une rupture face à l'autorité, et le costume incarnait cette autorité comme ça presque autoritariste. Donc c'est à ce moment-là que le jean, le basket, le t-shirt a investi la place publique, a investi les placards de la jeunesse, d'autant qu'en parallèle, le monde des adolescents voyait le jour. Avant les années 60, le monde adolescent n'existait pas. La télévision mass média n'existait pas, les parcs d'attractions, les espaces vraiment de loisirs, et par-dessus tout, la démocratisation des études supérieures n'avait pas lieu, si bien que on passait souvent directement de stade d'enfant à l'âge d'adulte. C'est-à-dire on travaillait assez rapidement, on marchait dans les pas des parents. Ce n'est qu'au détour des années 50 et surtout 60 qu'on a vu émerger une nouvelle classe, un nouveau groupe, le monde des adolescents, animé notamment par les artistes. Hein. C'est là l'époque des yéyés, par exemple, on est l'illustration et ensuite le cinéma. Et c'est dans cette dimension-là. Pour ajouter l'eau à votre moulin, peut-être peut-on imaginer les vêtements semblables aux costumes. Ah, voilà, ça aussi c'est une question sur laquelle effectivement on peut s'attarder. Alors, une alternative aux costumes, en effet, pour affirmer l'identité africaine. Donc évidemment que il va de soi, par exemple, si on regarde les Nigérians notamment, ils arborent leur costume. Donc ils ont leur code d'élégance. Parce que c'est de ça dont il est question quand on parle de costume. C'est à la fois le vêtement de l'autorité, mais qui est également le vêtement de l'élégance. Et les Nigérians, notamment, en sont, à ce titre, les meilleures vitrines, tellement c'est flamboyant. Pour autant, si on revient à la France, il me paraît compliqué, si on se présente à un entretien d'embauche, de se présenter avec le costume nigérian. Ça me paraît, voilà, vous allez un peu perturber le recruteur, et il peut penser que vous n'avez pas les pieds sur terre, ou en tout cas que vous cherchez trop à vous démarquer, que vous n'acceptez pas de rentrer dans une forme de moule, ce qui peut donner un mauvais indice, sauf si c'est un espace professionnel axé sur la créativité et que vous êtes diplômé de Sciences Po ou de l'IX ou d'HEC, c'est-à-dire sauf si vous avez vraiment un poids académique très très puissant qui vous permet, voilà, de donner à votre image un côté artistique. Voilà, le contexte compte évidemment. Alors, je reviens quand même sur cette mise en perspective costume, jean, basket, et l'existence de ces deux évidences. D'un côté, ceux qui estiment qu'effectivement, de façon évidente, le vêtement détermine le traitement, et de l'autre, ceux qui estiment qu'au contraire, le vêtement ne détermine en rien. Ce qu'il faut d'abord comprendre à travers cette opposition des évidences, c'est justement cette notion de l'évidence. Est-ce que vous vous êtes déjà interrogé autour de cette notion? Qu'est-ce qu'une évidence? Alors figurez-vous, je brise le suspense, hein, figurez-vous que la notion d'évidence, c'est certainement la notion la plus énigmatique, pour ne pas dire la moins philosophique,
qui soit en philosophie, dans la mesure où, et vous pouvez regarder la définition, c'est une définition qui ne dépend que d'elle-même, contrairement à bon nombre de concepts. Vous regarderez, vous verrez que l'évidence, c'est ce qui est évident. L'évidence, c'est ce qui s'impose à l'esprit. L'évidence, c'est ce qui est incontestable. Mais en soi, ce n'est pas une définition, ça c'est l'effet. Donc c'est pour vous dire que, en quelque sorte, la notion d'évidence est au raisonnement ce que les fondations sont à la maison. Je répète, la notion d'évidence est au raisonnement ce que les fondations sont à la maison. Autrement dit, rien n'est plus important que l'évidence. Rien n'est plus important quand on raisonne que les évidences, et que l'on appelle également les vérités premières. Alors ça, c'est si on parle de métaphysique. Mais les évidences, c'est des vérités que l'on prend comme telles et que l'on ne discute pas, et à partir desquelles on raisonne. Donc c'est très important de garder ça en tête, et vous allez voir tout de suite pourquoi, et ça va nous permettre de comprendre les raisons, en tout cas selon mon analyse, les raisons qui font que certains s'accrochent à l'idée selon laquelle les vêtements ne déterminent pas le traitement. C'est en raison de la force de l'évidence. Donc je disais que l'évidence, c'est le fondement de la vérité. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, encore plus importante, c'est que toute vérité est systémique. Toute vérité appartient à un système, ce qu'on appelle en linguistique la synchronie. Aucune vérité est coupée d'autres vérités. Concrètement, par exemple, si je vous dis que 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 1, ça fait 2. Ça, c'est une vérité, mais qui est rattachée à une vérité qui consiste à dire, oui, c'est vrai, mais dans le système décimal. D'accord ? Donc, cette vérité mathématique, algébrique, est rattachée à une vérité plus globale, le système décimal. Et ça, c'est valable dans tout. C'est-à-dire que, je répète, toute vérité est systémique. Et celui qui a mis ça en lumière, c'est vraiment Ferdinand de Saussure, le premier linguiste, le Suisse, qui a vraiment fait comprendre qu'il y a une interdépendance des différentes vérités qui, dans leur entièreté, forment un système. Ce qu'on appelle une idéologie. Quand on parle d'idéologie, c'est de cela dont il est question. C'est qu'il y a toute une articulation de pensées qui s'additionnent les unes aux autres pour former un tout. D'accord ? Eh bien, avoir cette notion d'idéologie ou de vérité systémique à l'esprit permet de comprendre pourquoi certains sont convaincus, tiennent pour évident l'idée que le contrôle au faciès existe. Autrement dit, l'idée que le vêtement n'a aucun impact sur le traitement qu'on subit, mais qu'au contraire, tout repose d'abord sur la couleur de peau. Eh bien, parce que cette croyance-là, cette croyance au contrôle au faciès, cette croyance que la couleur de peau efface le vêtement, eh bien, elle s'inscrit dans le système, dans le narratif de la lutte contre le racisme, très précisément. Alors, que dites-vous du body language dans l'image qu'on renvoie ? Oui, c'est dans le prolongement. Effectivement, le body language a aussi son importance. C'est sûr que si vous portez un costume 3 pièces, mais que vous marchez comme une espèce de pitbull, en cassant la démarche, en effet, à distance, on va vous identifier comme une espèce de quelqu'un qui essaie de fuir ce qu'il est vraiment, de masquer, qu'on va vous prendre pour un escroc, d'une certaine façon. Donc le body language a également son importance. Mais pour revenir à mon propos, c'est très important de comprendre que toute vérité est systémique, et donc c'est une addition de vérités les unes aux autres qui forment un système. Alors le fait qu'un méladoderme s'habille de manière soignée, le coderme pense que ce dernier est libre et cultivé. Conséquence de l'esclavage. Alors le fait qu'un méladoderme, un dit blanc, donc s'habille de manière soignée, un dit noir, le locoderme pense que ce dernier est libre et cultivé. Alors, c'est intéressant. Là, on va s'arrêter 2 secondes sur cette remarque. Il nous est écrit, c'est vraiment assez intéressant, que le fait qu'un afro soit habillé de manière soignée, eh bien, à partir de là, il est perçu par un non-afro, par un dit blanc, comme un homme libre et cultivé. Alors, je dirais oui. Et après, ce qui est le plus important, c'est la parenthèse, conséquence de l'esclavage. Alors la question est la suivante, pourquoi ramener
le port du costume, en tout cas la perception que l'on a du costume à l'esclavage. Quand vous regardez les chefs d'État, ils sont tous habillés en costume. Xi Jinping, le président chinois, le président russe, quand ils se retrouvent au G20, au G8, que sais-je, ils sont tous en costume. Pourtant, il n'est pas question d'esclavage en ce sens. Et c'est là où, à mon sens, il est très important de déconstruire, il est très important de comprendre que tout ce que nous faisons, nos goûts, nos actions, ne sont pas forcément à rattacher à l'esclavage. Ça peut être exclusivement à rattacher au présent, au contexte, à la société présente. C'est-à-dire que le port du costume, considéré comme le vêtement de l'autorité et de l'élégance, c'est pas lié à l'esclavage. C'est lié, alors à l'Occident, ça incontestablement, mais c'est lié à des goûts portés par une élite aristocratique, ensuite une élite bourgeoise, qui donnait le ton et qui déterminait ce qui relève du bon goût de ce qui relève du mauvais goût. D'accord ? Et ensuite, entre guillemets, par un effet de ruissellement culturel, le peuple se voyait l'adopter. Et quand il ne l'adoptait pas, c'était, entre guillemets, par réaction. Alors, d'accord avec le costume pour le G20, mais le président indien, lui, ne change pas, point d'interrogation. Alors oui, le président indien ne change pas, en effet, même les présidents d'Arabie Saoudite. Ça, c'est où on peut reprendre aussi le président du Nigeria. Donc, je ne dis pas que c'est une contrainte. Je disais simplement que si on prend justement les différents présidents qui se présentent à la face du monde, ce qui est sûr, c'est qu'ils se présentent avec le vêtement élégant. Et sûrement pas, dans le cadre officiel, en jean, basket et encore moins en jogging. Parce que c'est ça le débat. C'est pas le costume 3 pièces contre les autres vêtements traditionnels, qui aussi représentent le costume dans leur sphère culturelle. Là, le débat en tout cas, la mise en perspective, c'est le costume versus le jogging ou le jean basket. Avec ce que ça peut renvoyer et le traitement qui peut en découler. C'est vraiment sur ce chemin-là que je veux mener la conversation de ce soir. Donc pour revenir aux propos, j'essaie de garder le fil tout en répondant à vos remarques très, très pertinentes et je vous en remercie. Je disais que dans une logique systémique, l'idéologie SOS raciste, qui a une légitimité sur le terrain moral, cela va de soi. Alors, donc, durant l'esclavage, le mélanoderme n'était pas habillé de manière soignée. Pendant cette période, le mélanoderme habillé de manière soignée était libre. Alors, ok, jusque-là, très bien. Donc, pendant l'esclavage, effectivement, l'afro qui était habillé de manière soignée, c'était l'afro qui était libre. Donc, c'était une manière de se distinguer. Jusqu'ici, je suis parfaitement d'accord. Mais aujourd'hui, le dit blanc, mon voisin Guillaume Dupont, quel est son rapport? Vous pensez vraiment que dans son logiciel, il a cette lecture esclavagiste? Honnêtement, j'en suis pas sûr. D'autant que, de l'autre côté, bon nombre de dits blancs n'arborent pas de costume. Allez voir du côté des agriculteurs, allez voir du côté des gilets jaunes, vous verrez que le costume, c'est pas non plus, au XXIe siècle, le vêtement le plus partagé. Hein. Loin s'en faut. Loin s'en faut. Donc c'est très, à mon sens, et là j'en appelle à la lecture de Frantz Fanon, il est urgent que l'on se libère de la mémoire de l'esclavage. On ne doit pas lire le présent avec les seules lunettes de l'esclavage. Sinon, on risque de se brider, on risque de s'enfermer, et de s'interdire même certaines expressions de nos libertés. Ça, c'est mon point de vue, hein, ça n'engage que moi. Alors, je reviens donc à mon propos, la dimension systémique. Étant donné qu'on nous a convaincus pendant une dizaine d'années que le contrôle aux faciès existait, ben ça a fini par devenir une évidence. Ça a fini par devenir une évidence et à s'inscrire justement dans un combat beaucoup plus global. Et c'est pour cette raison principalement qu'il est très difficile aujourd'hui de convaincre les hommes afro qui sont nés ici, j'insiste tout particulièrement, je précise, contrairement à ceux qui viennent du pays, qui n'ont pas ce même rapport aux vêtements, ils ne sont pas autant attachés que cela au jogging basket, au jean basket, comme si leur vie en dépendait. Hein. Ils savent au contraire que le costume, c'est le vêtement de l'élégance et c'est pas le vêtement de la soumission au système. Alors que
les nôtres qui avons grandi ici, nous autres qui avons grandi ici, on est beaucoup plus attachés et on y voit. Alors pour vous, il y a débat sur l'existence du contrôle. Ah oui, précisément, c'est justement l'un des sujets de le sujet de ce soir. En sous-titre, il y a débat sur l'existence. Pour moi, le contrôle au faciès n'existe pas. Pour moi, c'est le contrôle au profil, c'est le contrôle aux vêtements. Si le contrôle au faciès, selon lequel c'est la couleur de peau qui détermine la motivation d'un policier de vous contrôler, dans ce cas-là, si c'était que la couleur de peau, nos mamans de 60, 70 ans, nos papas de 60, 70 ans, que l'on voit dans les RER, que l'on voit dans les rues, se feraient contrôler. Or, ce n'est pas le cas, pardonnez-moi. Là, vous me dites si je me trompe, c'est extrêmement rare. Alors, n'allez pas me chercher un micro-exemple que vous avez trouvé en 10 ans d'existence. Globalement, ce ne sont pas les tantines et les tontons qui font l'objet de contrôles de police, dans l'ensemble. Donc c'est vraiment... Alors que du temps de la ségrégation aux États-Unis ou de l'apartheid en Afrique du Sud, là, oui, c'était précisément le faciès. C'était quel que soit votre âge, quelle que soit votre manière de vous habiller, vous étiez la cible de la politique, des mesures politiques, indéniablement. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, et même en France, hein, jusqu'à, on va dire, dans les années 60, 70, à la limite, mais aujourd'hui, non, le contrôle au faciès, à moins, enfin j'allais dire à moins d'être de mauvaise foi, je ne veux pas quand même taquiner, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. En tout cas, moi, de mon expérience, de ce que j'ai pu observer, le contrôle au faciès n'existe pas. Sauf que il a tellement été martelé que ceux parmi vous qui y croient auront du mal à m'accorder du crédit sur ce terrain-là. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais non. Or, moi je vous demande de prendre du recul et de réfléchir, de me montrer des mamans de 50 ans, afro, qui subissent des contrôles au faciès. Le vêtement neutralise les préjugés en imposant une fréquence vibratoire de haute tenue. S'habiller est un acte de gouvernance de soi. Ah, merci. Alors là, vraiment, là, on est passé dans une autre dimension. Neutralise les préjugés en imposant une fréquence vibratoire. Alors, honnêtement, je n'avais pas vu sous cet angle-là, fréquence vibratoire de haute tenue. Je ne peux que valider, hein, en tout cas si j'ai bien compris le propos. S'habiller est un acte de gouvernance de soi. Ça c'est vrai, gouvernance de soi, mais le souci, c'est que pour beaucoup, le fait même de s'habiller en jogging basket est aussi un acte de gouvernance de soi, partant de l'idée que, moi je l'ai vécu comme tel, s'habiller comme cela, on le vivait comme l'expression de notre identité, comme des mecs de cité, sous l'influence justement, tantôt des rappeurs, tantôt de certains clips ou films afro-américains. Alors, si je peux apporter mon expérience, je suis blanc et on n'a pas beaucoup contrôlé. Ah, on n'a pas beaucoup contrôlé. Pour votre exemple des grands-parents, je pense que les policiers ne contrôlent tout simplement pas les personnes. Ah, merci. Je pense que les policiers ne contrôlent pas les personnes âgées. Ben, dans ce cas-là, c'est pas un contrôle au faciès. Contrôle au faciès, le mot dit ce qu'il est. C'est pas contrôle au faciès, excepté les gens d'un certain âge. Non. Vous allez voir, je vous invite à regarder les marches orchestrées par les Freedom Riders aux États-Unis dans les années 50, enfin 60 particulièrement. Vous allez voir que les coups de matraque et quand ils lâchaient les chiens, il n'y avait pas de distinction d'âge. Hein. Et pourtant, dans le cortège, il y avait des gens de 50, 60 ans. Hein. C'était visible. Donc là, il y avait factuellement des actions menées attachées à la couleur de peau. Aujourd'hui, c'est plus le cas. D'accord. Donc quand vous dites qu'ils ne contrôlent tout simplement pas les personnes âgées, mais pourquoi? Donc c'est la preuve que c'est pas au faciès. C'est précisément circonscrit avec d'autres paramètres. Donc vraiment, je sais que c'est pas évident de sortir, de se libérer d'une évidence, comme je l'ai dit, puisqu'une évidence appartient à un système de pensée. Ce qui signifie que si vous vous réclamez d'une forme de gauche, voire même d'extrême gauche, qui considère que la lutte, que le racisme encore aujourd'hui est très ancré et que la volonté individuelle, l'excellence académique ne sont pas des outils efficaces pour y faire face, là, en effet, j'aurais beau essayer de démontrer par A plus B, plus D, plus C, tout ce que vous voulez jusqu'à Z, vous n'accepterez pas en raison de ce que j'ai évoqué. C'est-à-dire que cette contre-évidence ne pourra pas trouver un écho en vous. Pour autant, je ne perds pas espoir. J'essaie quand même, je crois en la force de la rationalité et de la démonstration. Et je me dis que je peux planter une graine dans certains esprits et qui, à terme, va pousser et va générer une forme de prise de conscience, une forme de lucidité. Voilà ce qu'il en est. Et par lucidité, j'en appelle
et moi je suis passé par là, donc c'est pour ça que je suis parfaitement à l'aise avec cette thématique, j'en appelle à l'adoption de ce qu'on appelle le pragmatisme. Alors c'est un terme, j'imagine que vous le connaissez, il n'y a rien d'exceptionnel. Le pragmatisme, simplement sur le terrain philosophique, c'est un terme qui mérite qu'on s'y attarde et surtout qu'on mérite qu'on l'investisse dans la mesure où c'est le terme qui vient s'opposer à l'idéalisme, c'est-à-dire à la philosophie qui consiste à s'appuyer sur des principes, sur des idéaux. J'agis selon des principes et je n'en démords pas. Au point où je force le réel à se plier à mes principes. Donc si j'ai pour principe le fait que le contrôle faciès existe, quelles que soient les démonstrations qu'on va mettre sous les yeux, non, finalement on arrivera à le tordre. Je prends un exemple. Régulièrement, je demande à certains, oui, mais montre-moi quelqu'un qui s'est fait contrôler au faciès alors qu'il portait un costume, voire même qui a subi une bavure policière. Alors la paix sur toi, enfin, qu'en est-il de ces Léo moins contrôlés s'habillant toutefois en jogging? Alors, je vais revenir par la suite. Pourquoi le contrôle au faciès ne concerne pas les dits blancs? Ça revient au système que j'ai évoqué tout à l'heure. À cette question, moi, je serais très à l'aise là-dessus, mais je vais revenir juste après. Donc, si toutefois je l'oublie, n'hésitez pas à me la remettre sur la table. Donc, je reviens sur cette question tellement intéressante qu'elle m'a limite, je crois, elle m'a fait perdre le fil. Non, voilà, le pragmatisme. Il y a l'idéalisme d'un côté. L'idéalisme, on a grandi avec, et c'est noble, hein, c'est la posture la plus noble sur le terrain des idées. On porte des idéaux auxquels on croit et on les défend bec et ongle. Le seul problème, c'est que on est impuissant quand on est porteur d'un idéal, on est souvent impuissant face au réel. C'est toute la problématique depuis, j'allais dire même la Révolution française. On fait croire au peuple qu'il peut agir en ayant pour moteur des idéaux et que cela suffit. Ça ne peut suffire qu'à la condition que ces idéaux soient ensuite relayés sur le terrain par des acteurs politiques qui ont un pouvoir. Ce qui était vrai jusque dans les années 60-70. Le meilleur exemple qu'on a tous en tête, j'imagine, c'est le Front populaire mené par Léon Blum et qui ont obtenu un certain nombre d'avancées sociales. Voilà. Il y a eu un peu mai 68 qui a débouché sur également un certain nombre de décisions. Mais concernant nous autres, alors, bonsoir, le jour où j'ai commencé à m'habiller en costume 3 pièces, on ne me contrôlait plus. Ah, merci pour ce témoignage, Maca. Merci, ça fait chaud au cœur. Je me sens moins seul. Voilà, le jour où j'ai commencé à m'habiller en costume 3 pièces, on ne me contrôlait plus, boutique, etc. Voilà des témoignages qu'on se doit de relayer, non pas pour frustrer ou pour énerver ceux qui n'y croient pas du tout. C'est pour essayer d'ouvrir les yeux, surtout aux nouvelles générations qui sont encore prisonnières de ce système de pensée, de cet idéalisme anti-racisme qui, je le répète, est noble dans son principe. L'ennui, c'est que dans le réel, il n'est que d'une utilité très limitée. Je vais prendre un exemple. SOS Racisme existe depuis les années 82, depuis la marche des beurs. Le racisme n'a jamais été aussi haut en France depuis 40 ans. Et ça, c'est des chiffres, hein. C'est pas moi, Ludovic Herman, qui vous le délivre. Il n'a jamais été aussi haut. Pourtant, l'idéologie, l'antiracisme et les mouvements n'ont eu de cesse de se faire entendre. Alors c'est dommage parce qu'un blanc lambda habillé en survêtement ne va pas forcément se faire contrôler. Oui, alors ça fait 2 fois que ces remarques reviennent. Alors je m'attardais, parce que certains insistent et que c'est vrai que ça mérite qu'on s'y attarde. J'espère ne pas perdre le fil de ce que j'évoquais. Alors effectivement, c'est indiscutable. On peut observer une forme, en tout cas de l'extérieur, une forme d'injustice, de traitement entre eux. Le traitement qu'on subit alors qu'on est habillé de la même manière quand on porte le jogging basket. Pourquoi un blond aux yeux bleus, un brun, Guillaume, Mathieu, en jean ou en jogging basket s'expose moins à des bavures ou tout simplement à des contrôles que Moussa ou Mohamed en jogging basket? Honnêtement, est-ce que je dois vraiment apporter la réponse? Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en Ile-de-France, et j'en ai fait des 400 coups, je n'étais pas Al Pacino, pour autant, j'en ai quand même fait des 400 coups.
concrètement, à 90%, les vols, les agressions, les bagarres, c'était nous. Quand je dis nous, ce n'était pas tous les Afros, tous les Arabes. Je dis que ceux qui commettaient ces actes d'incivilité, c'était une minorité parmi la minorité, mais c'était essentiellement cette minorité-là. Résultat, avec l'expérience, ben forcément, la loi statistique, les policiers, eux, leur but, c'est quand même d'être efficaces. Donc statistiquement, quand jour après jour, c'est le même type de profil que vous interpellez, parce qu'ayant commis tel acte, alors je précise, nous ne sommes pas les plus criminels au monde, hein. L'histoire nous le dit, c'est pas ce que je dis, attention. Je dis simplement que dans le contexte français, les incivilités, enfin toutes les actions qui pourrissent le quotidien des gens, nous en sommes, quand je dis nous, les garçons de 15 à 25 ans. Voilà précisément le profil. Garçon, 15-25 ans. Ça commence aujourd'hui un peu plus tôt, on le sait, on le voit d'ailleurs, on le déplore. Mais grosso modo, même d'ailleurs dans le film, alors le maire de Saint-Denis, lors de ses sorties médiatiques, là pourtant... Alors, j'ai pas fini de lire, excusez-moi, il n'y a aucune stat là-dessus, mon cher Herman. Alors, aucune stat sur le racisme, sur la montée du racisme. Si, il y a une statistique là-dessus. Après, sur le taux d'incarcération ou le taux de délinquance de nous autres, franchement, essayons quand même d'être honnêtes avec nous-mêmes. Enfin, je vois même pas comment on peut contester le fait que nous soyons surreprésentés dans ces activités-là. Pour moi, c'est tellement indéniable. J'ai pas envie de... Après, je peux pas lutter contre le déni. Hein. Là-dessus, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi, mon but, c'est d'essayer d'apporter des solutions concrètes qui répondent à des problèmes. C'est pas d'essayer de nous enfermer dans un discours idéaliste qui nous fait du bien dans l'instant, qui chute de dopamine, mais qui, dans le réel, hélas, nous fait nous casser les dents tellement il nous désarme face aux exigences du réel. Alors, parmi les gens qui s'habillent en costume, vous pensez que les afros ne sont pas plus contrôlés que les blancs? Que les deux? Ah non, alors, bonne question. Pour moi, parmi les gens en costume ne sont pas contrôlés. Ou extrêmement peu, à moins que vous vous retrouviez au mauvais moment, au mauvais endroit. Mais globalement, le costume neutralise la volonté de vous contrôler. Vous passez comme une personne socialement respectable et qui, a priori, en tout cas statistiquement, n'a rien à se reprocher. Honnêtement, enfin, un témoignage nous a été apporté tout à l'heure. Moi, je peux en témoigner, vous n'imaginez pas à quel point. Et j'invite d'ailleurs d'autres, hein, et je vais le faire assez régulièrement, parce que j'ai compris, honnêtement, j'ai compris tout récemment que c'est, je ne vais pas dire que c'est un sujet central, mais du moins que c'est à partir de ce sujet que se déroule toute une idéologie. La question du vêtement, parce qu'il y a une telle crispation autour de cette question. Donc vous voyez le costume comme le moyen de s'émanciper des... Voilà, merci. Je vois le costume effectivement comme le moyen de s'émanciper exactement du racisme. Et je précise une chose, je ne suis pas le seul à poser ce diagnostic. Les anglo-saxons ont une longueur d'avance à ce sujet. Je vous invite à regarder, à vous rapprocher d'un, enfin même, vous rapprocher d'un mouvement, en tout cas creuser un petit peu, le mouvement Quarter Zip. Quarter Zip Movement. Vous regardez, et d'ailleurs, je vous le dis, mais je vais commencer à poster des vidéos là-dessus. Il fait rage aux États-Unis, et figurez-vous que tout ce qu'on traite là aujourd'hui, les Afro-Américains l'ont compris. En tout cas, la jeunesse, une partie de la jeunesse afro-américaine l'a compris. Et c'est parti de qui, figurez-vous? D'un Nigérian, qui, du jour au lendemain, il a fait la promotion du port de la chemise, de la cravate et de la quarter zip, c'est une espèce de cardigan mais avec la braguette. Et ça s'est répandu comme vraiment comme une traînée de poudre, mais surtout des vidéos mettant en scène les deux attitudes quand on est habillé en jogging basket et quand on est habillé en quarter zip. Et je vous assure, vous verrez, hein, je vais régulièrement dorénavant diffuser des vidéos à ce sujet, vous serez estomaqués. Donc ce que je dis là, ça ne relève pas que de mon goût personnel, mon envie de vous convertir, quoique ça me ferait plaisir évidemment, à l'élégance, parce que ça nous verrons aussi l'un des autres aspects. Le port du costume n'a pas pour seul but de neutraliser le racisme. Hein. C'est pas que ça. Dieu merci d'ailleurs. D'autres vertus en découlent. Et il suffit de faire l'expérience
Sauf si on n'a absolument pas le goût du vêtement. Alors donc, le contrôle au faciès existe si tu as dit le contraire précédemment, de basant sur les statistiques des délits, un policier va... Alors, je recommence, parce que manifestement, on a du mal à me comprendre. Contrôle au faciès, ça signifie qu'on contrôle une personne exclusivement sur la base de sa couleur de peau. C'est ça le faciès, c'est sa couleur de peau. Bon, si c'était le cas, cela signifie que on ne prend pas en considération l'âge, par exemple, ou le sexe. Or, dans les contrôles au faciès, dans les faits, ne concernent pas les personnes âgées, afro, par exemple. Preuve que le contrôle au faciès n'existe pas. Maintenant, c'est un critère, la couleur de peau, évidemment, mais ce n'est pas le seul critère. Or, le contrôle au faciès sous-entend que c'est le seul critère. J'espère avoir été suffisamment clair là-dessus. Alors, devenir une personne publique, oublier les réalités des personnes noires. Alors, est-ce que le fait de devenir une personne publique m'a fait oublier la réalité? C'est pour ça que je vous convoque. Je ne prétends pas détenir la vérité. Hein. Absolument pas. Moi, j'essaye d'apporter des clés de solution qui fonctionnent. Et pour répondre à cette remarque qui était un peu désobligeante, mais passons, je viens d'évoquer des faits factuels. Je vous ai dit, des faits factuels, pardonnez-moi de cette redondance. Je vous invite à regarder le mouvement Quarter Zip. Vous verrez que ce que je dis, ce n'est qu'un écho d'une analyse que d'autres avant moi ont déjà fait et ont adopté. Et leur vie a été totalement transformée. Pendant d'ailleurs que je vous parle là, certains d'entre vous tapez Quarter Zip Movement et venez en témoigner. Vous serez stupéfaits. Alors pourquoi en Occident, les minorités sont les représentants de leur communauté? Nous portons ce devoir de honneur quotidien et parfois redorer le blason. Excellente question. Merci Maka. Oh là, Maka, il est en forme. Excellente question. En effet, ça, là pour le coup, il y a un vrai sujet. Pourquoi, effectivement, quand on est une minorité, un membre d'une minorité dite racisée, on a un petit peu cette charge, là, cette responsabilité de représenter les autres. Eh bien, c'est précisément ce que l'on appelle, ou l'un des critères, pardonnez-moi, de ce qu'on appelle le privilège blanc. Le privilège blanc, parce que souvent on a du mal à définir, on entend souvent cette notion, mais on a du mal à la définir. Surtout que quand on regarde statistiquement, voilà, on a tous accès aux études, à certains métiers, etc. Donc qu'est-ce que c'est que le privilège blanc? Alors, concrètement, le privilège blanc, alors là il y a d'autres commentaires, regardez les commentaires, je vais essayer de m'attarder sur cette notion très importante. Précisément, le privilège blanc, je me souviens de Toni Morrison et d'autres ont expliqué que c'est tout simplement le privilège de ne pas penser à sa couleur de peau. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'on a une certaine couleur de peau et qu'elle nous donne accès à certains avantages. C'est ça le vrai privilège. Et inversement, quand on est un afro, un arabe, un asiatique, on a tendance, de facto, parce qu'on est minoritaire, donc dans un environnement, on voit bien, on se sent minoritaire, on le voit, surtout quand on a atteint un âge de lucidité, eh bien effectivement, il y a une certaine charge, on appelle ça la charge raciale, qui nous donne une certaine responsabilité. Alors certains l'endossent, d'autres non, mais là en effet, la condition humaine, la nôtre, est un peu plus alourdie sur ce terrain-là. Ne pas être le seul critère ne veut pas dire que ce n'est pas un critère majeur, on en reparle dès que tu finis. Bon. Le contrôle faciès, ça signifie qu'il y a un seul critère, la faciès. S'il n'y a pas qu'un seul critère, ce n'est plus le contrôle faciès. C'est tout ce que je peux dire. Alors il faut que les gens comprennent bien, apparaître apaise. Merci, l'apparence apaise. En tant qu'homme noir de 50 ans issu de la banlieue, j'ai fait un constat sans appel. Dès l'instant où j'ai adopté une posture vestimentaire noble, les contrôles ont cessé. Merci. Ah, voilà, là, vous voyez, je suis pas enfermé dans ma tour d'ivoire ou sous couvert de, dire, ma petite visibilité coupée du monde. Je me fais l'écho, je me fais le relais et je prends un peu, entre guillemets, de risque parce qu'on est dans une ère où, entre guillemets, celles et ceux qui ont une certaine influence publique aiment tellement caresser leur communauté, leurs abonnés dans le sens du poil, que venir évoquer des vérités qui risquent de faire grincer les dents, peu de gens prennent ce risque. Moi, si je prends ce risque, c'est parce que je considère que la vérité blesse, mais pour mieux guérir.
Et que au quotidien, et je vous en remercie, pour celles et ceux d'entre vous que je suis amené à croiser ici ou là, eh bien, les témoignages, les marques de réjouissance et les remerciements que je reçois me confortent dans ce rôle-là. Honnêtement, si je ne recevais dans la rue que des tomates, que des insultes, il y a bien longtemps que j'aurais arrêté de prendre ces positions que je sais polémiques. Voilà. Donc concrètement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à l'idéalisme vient s'opposer le pragmatisme. Et le pragmatisme sur le terrain philosophique, c'est une philosophie récente, hein, qui remonte à la fin du XXe siècle, portée par un certain John Dewey, pour ceux que ça intéresse. Et lui s'inscrit plutôt dans l'idée selon laquelle une vérité n'est vérité que si elle est vérifiable dans le réel, par ses conséquences. Donc on appelle ça également le conséquentialisme. Maintenant, au-delà du mot voilà, un peu savant, vous devez comprendre que c'est une philosophie qui, quand on l'adopte, eh bien, nous permet de nous détacher de toute posture, de tout dogme. L'ennui, alors c'est plus qu'un contrôle de faciès, comment tu nommerais? Alors contrôle, merci, contrôle au profil, tout simplement, contrôle au profil. Le pragmatisme, la difficulté, quand on l'adopte, c'est que, par exemple, si on prend le cas du vêtement, c'est qu'on va très vite, immédiatement se heurter à notre milieu social, à moins d'adopter une nouvelle attitude, justement pragmatique, en groupe. Là, on peut facilement réussir sans difficulté. En revanche, si, par exemple, demain, Moussa, qui est entouré de ses ros, de ses reilles, dans la tête, et du jour au lendemain, parce qu'il a écouté un type avec un chapeau tordu lui suggérer de porter au moins une veste et une chemise, les premiers jours, les premières semaines, ça peut être compliqué, parce qu'il va se heurter à des petites vannes, des petites brimades orales, un petit primade oral. Alors Kerry James, un jour, certainement, il viendra nous honorer de sa présence sur le plateau, indéniablement. En tout cas, je sais qu'il apprécie le travail qu'on met en avant. Alors, donc je disais que l'une des difficultés factuelles lorsqu'on adopte le pragmatisme, c'est l'environnement. On sait tous que l'environnement pèse sur notre libre arbitre. Un jeune des cités, si du jour au lendemain, il dit à ses camarades de football que lui, il préfère la danse classique, continuer à marcher avec eux, ça peut être c'est s'exposer, c'est compliqué pour avoir les nerfs assez solides. Si tu acceptes le terme de contrôle au profil, tu souscris Bon, bah alors là, quand on en arrive là, je peux plus rien dire. Si on comprend pas ce que j'essaie d'expliquer en évoquant la différence entre contrôle au faciès, contrôle au profil, moi à ce niveau-là, j'ai plus trop d'énergie. Hein, je m'arrête face au trollisme, si je puis dire. J'ai essayé d'être assez pédagogue, d'autres sont venus, ont compris, d'autres même ont apporté leur témoignage. Maintenant, si malgré cela, mon propos n'est pas entendu, je n'y peux rien. Et j'en suis désolé, hein, j'aurais essayé. Maintenant, pour celles et ceux qui acceptent de continuer à m'entendre et surtout à comprendre ce que je dis, le pragmatisme, embrasser le pragmatisme, c'est toujours regarder le réel tel qu'il est et ne pas attendre, ne pas croire qu'on va changer la réalité. C'est-à-dire ne pas changer soi plutôt qu'à d'espérer changer le monde, en gros. Et là aussi, en disant ça, j'enfonce une porte ouverte. Hein. C'est une philosophie qui est connue. Le problème, c'est que quand on est adolescent, très souvent, et particulièrement en France, pourquoi la France se démarque des autres pays par cette volonté ou par cette croyance au grand soir? Bien, tout simplement, c'est l'héritage de la Révolution française qui a rempli le peuple de l'idée qu'il est détenteur du pouvoir, que s'il le veut, il peut renverser la table et changer le système, changer les règles du jeu, inverser le rapport de force. Alors que, pour celles et ceux qui ont étudié précisément cette même histoire, on réalise que ça n'a jamais existé. Jamais, au grand jamais. Toute société, à part peut-être là-bas en Amazonie, est réduite dans un groupe assez réduit, fermé, et hiérarchique, avec à sa tête une élite et ensuite le peuple. Maintenant, dans le peuple, il y a différentes classes sociales. Et depuis les années 60, 50, 60, on a vu l'émergence d'une classe moyenne. Donc il y a l'élite, classe moyenne, et ensuite le prolétariat et le lumpen prolétariat. Et quand on est issu des classes populaires, voire même lumpen prolétariat, on a tendance, en France,
à penser, à être convaincu qu'on va changer le monde, qu'on va changer les choses. Et les réseaux sociaux vont dans ce sens, donc ne nous aident pas à nous lancer dans une initiative personnelle de reprise en main de notre destin. Alors, est-ce que votre enseignement, nous pouvons exceller dans la prise de parole? Est-ce que avec... Alors, celles et ceux parmi vous qui ont déjà bénéficié de mon enseignement, c'est même pas exceller dans la prise de parole, c'est que vous allez devenir les maîtres de votre destin pour deux raisons. Mon enseignement, c'était pas prévu, hein, mais je fais cette parenthèse, repose sur deux piliers. La rationalité, donc tout ce qui relève du logos, et la forme, donc la linguistique pure. En gros, je vous apprends à piloter votre cerveau en sachant qu'il y a des règles de logique. Je vais vous donner un exemple tout de suite pour que vous compreniez. Mais en même temps, à habiller votre langage, donc à être un artiste du verbe. Piloter votre cerveau, si je vous dis par exemple, à maîtriser tous les codes de cet art de savoir quoi dégainer en fonction de son public. Alors, je vais vous donner un exemple. Si je vous dis, il pleut, donc je vais prendre mon parapluie. Cette phrase, à première écoute, elle peut paraître avoir du sens. Sauf que sur le terrain du logos, elle n'a aucun sens. Il pleut, donc je vais prendre mon parapluie. Là, par exemple, je suis à l'intérieur. Pourquoi je prendrais mon parapluie si je suis à l'intérieur? C'est pas parce qu'il pleut à l'extérieur que je dois prendre mon parapluie. On est d'accord? Jusqu'ici, c'est banal. Si je vous dis maintenant, il pleut et j'ai envie de sortir, donc je vais prendre mon parapluie. Vous avez entendu? Il pleut et j'ai envie de sortir, donc je vais prendre mon parapluie. Là, vous pourrez me dire, ah, mais oui, là c'est logique, ça se tient. Eh bien, même là aussi, sur le plan de la rationalité pure, c'est faux. Pourquoi? Parfois dans la rue, quand il pleut, on voit des gens, surtout en été, qui n'ont pas de parapluie. Donc le fait qu'il pleuve ne déduit pas automatiquement que je vais prendre mon parapluie. Pour que le donc soit exact, il faut que je dise, il pleut, j'ai envie de sortir et je ne veux pas être mouillé. Donc, je vais prendre mon parapluie. Voilà. D'accord? Donc la règle, l'usage du donc, pour prendre que cet exemple, est conditionné à un certain nombre d'outils, ce qu'on appelle la pluri-argumentation. Par exemple. Donc c'est une règle du donc que vous n'avez certainement jamais entendu parler, sauf si vous avez effectué des études de mathématiques. Puisque ça, on l'apprend en mathématiques, mais avec les signes mathématiques. Eh bien, par mon cursus de mathématiques à la Sorbonne, master, j'ai récolté toutes les règles de logique et que je les ai retranscrites maintenant dans l'application de la langue, dans l'articulation de la logique. Donc c'est ce que je vous transmets. Et quand vous accédez à cette maîtrise-là, mais vous devenez, dans vos interactions, dans votre façon de raisonner, entre guillemets, un robot sur le terrain de la logique et de l'argumentation. Et à cela s'ajoutent maintenant les tournures de phrases, la beauté verbale. Plutôt que de dire, je sais pas, j'adore mon métier, vous pourrez dire, mon métier trouve grâce à mes yeux. Plutôt que de dire, je veux absolument ce projet, vous pourrez dire, je ne résiste pas à l'envie de mener à bien ce projet. Vous voyez? Donc vous poétisez votre langage. Poétiser, plus devenir, pour rendre robuste votre logique, vous faites partie des 5% de la population. Maintenant, à défaut d'avoir accès aux lieux par manque de diplôme prestigieux, au moins dans vos interactions, vous êtes un rouleau compresseur doublé d'un diplomate. Voilà en quoi consiste mon enseignement. Donc c'est pas juste une prise de parole, c'est beaucoup plus profond que cela, mais encore faut-il l'expérimenter. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on peut accéder à ma formation par... vous pouvez bénéficier d'un cours d'initiation, d'un cours de découverte, même pour être plus précis, histoire voilà, d'avoir les idées claires et de savoir si ça peut vous transformer de manière utile, parce qu'il ne s'agit pas d'être inutile. Moi, je sais que c'est utile à tout un chacun, mais après, est-ce que tout le monde n'a pas ces mêmes ambitions? Maintenant, pour revenir à mon propos, l'un d'entre vous a livré une bonne remarque. Déjà, premièrement, effectivement, la charge raciale, c'est qu'effectivement, Mathieu, Guillaume, François, eux, quelle que soit la façon dont ils sont habillés, ils vont pas forcément subir de contrôle au faciès, c'est le privilège blanc, contrairement à nous, d'autant que, là je parle particulièrement des hommes, entre 15 et 30 ans, compte tenu, hélas, des statistiques en termes de délinquance, on peut très vite nous assimiler, donc par le biais du profil, d'accord. Maintenant, on peut transformer, et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas juste déconstruire une fausse évidence pour la remplacer par une nouvelle évidence. Pour moi, au-delà de contourner ou de neutraliser les effets négatifs du racisme dans vos existences au quotidien, l'avantage, donc on peut transformer entre guillemets un défaut
en avantage, comme j'ai eu à le dire une fois, de minorité visible, eh bien, on peut être une minorité qui se fait bien voir. Donc vous étiez vu, mais maintenant faites-vous bien voir. Comment? Par l'élégance, la force de l'élégance. Nous vivons une époque dominée, rongée même, j'ai envie de dire, par la laideur vestimentaire, laideur verbale. Il suffit de voir. Le port du costume, le port de la cravate, de la chemise a été abandonné à tous les échelons, au profit, voilà, d'une espèce de streetwear. Et ne négligez pas le lien, je consacrerai une autre vidéo, entre le vêtement, le comportement et le langage. Il y a un lien de causalité, pas simplement de corrélation, mais de causalité, qui s'explique. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, d'un autre live. Toujours est-il que ce que vous devez avoir à l'esprit, c'est que le port du costume vous offre à la fois un pouvoir de neutralité, de neutralisation vis-à-vis des hostilités extérieures des institutions, mais surtout, c'est le plus important, j'insiste, vous offre le pouvoir de transformer le monde en tapis rouge. Quand vous êtes élégant, propre sur vous, je peux vous assurer que par la puissance du beau que vous portez, vous déclenchez des regards de satisfaction, d'admiration, de bienveillance. On vous complimente, on vous remercie, on vous sourit. Parfois, on vous drague aussi. Bon, ça c'est encore autre chose. Toujours est-il que ce n'est que de la positivité. Y compris dans une atmosphère d'Île-de-France, pourtant empreint d'un nuage comme ça de négativité. Lorsque vous êtes élégant, croyez-moi, si vous n'avez jamais fait l'expérience et que vous avez le goût quand même comme ça, une forme de curiosité, expérimentez une fois, une seule fois. Moi, quand je dis toujours, la vérité se prouve et se vérifie. Expérimentez une fois, c'est factuel. Ah, c'est un frère congolais. Les Congolais sont très bien placés pour connaître la puissance de l'élégance. Je précise aussi, parce que l'un d'entre vous tout à l'heure l'a dit en début de live, être élégant, ça ne suppose pas, vous n'avez pas besoin d'aller faire un prêt bancaire, casser votre tirelire et aller acheter les dernières Weston pour ça. Pas du tout. Aujourd'hui, vous pouvez être élégant grâce à Chine, grâce à Temu, en vous offrant du textile, alors que ça ne sera pas de la grande qualité. Néanmoins, il est préférable d'avoir 10 chemises d'une qualité, pas dire médiocre, mais moindre, qu'une seule chemise de grande qualité. La chemise, vous la portez une fois, 2 fois, c'est bon, c'est à la machine. Les 10 chemises, vous pouvez alterner. Donc, priorisez sur le terrain de l'élégance le volume, la quantité à la qualité. C'est le seul terrain sur lequel j'encourage cette priorisation. D'ordinaire, je dis l'inverse. D'ordinaire, je priorise la qualité à la quantité. Ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union des forts qui fait la force de l'union. Il vaut mieux être 5, mais 5 personnes ultra compétentes dans différents domaines et faire converger vos forces pour agir, plutôt qu'être 1000 sans diplôme, sans connaissance, sans compétences. D'accord? Qu'on se mette bien d'accord. En revanche, sur le terrain du vêtement, je peux vous assurer que le volume, 10 chemises, 10 cravates, 10 costumes, 10 paires de chaussures à moindre coût, avec lesquelles ensuite vous pouvez faire des combinaisons, vous offrira un bien-être inestimable. D'abord devant votre miroir, pour peu que vous osiez, parce qu'après il y a l'audace derrière, un peu d'audace, dans un monde gris, c'est sûr que arborer des couleurs, si vous n'avez pas l'habitude au début, ça va vous gratter, vous allez regarder autour de vous, on me regarde, pourquoi on me regarde? C'est sûr qu'au départ, il faut se faire violence. Ceci étant, si vous parvenez à faire ce saut-là, eh bien, vous allez rencontrer votre bonheur. Vous allez rencontrer, je répète, votre bonheur. Votre bonheur vous attend dans le monde de l'élégance. N'en doutez pas une seconde. N'en doutez pas une seconde. Regardez les Mark Zuckerberg, les Bezos et autres, qui dorment dans des océans de billets. Êtes-vous sûr, quand vous les regardez, qu'ils sont plus heureux que les tontons congolais qui arborent des costumes 3 pièces, les tontons sapologues? En êtes-vous sûr? Je ne suis pas sûr. Alors, je ne suis pas en train de vous inciter à vous convertir à la sapologie. Je suis simplement en train d'essayer de vous faire comprendre ce que d'autres avaient compris, à savoir le pouvoir du beau. Il y a 3
principes, 3 dimensions qui donnent accès au divin, pour ceux qui croient en Dieu, comme moi par exemple. Le vrai, donc la vérité, le bien, la morale, et le beau, la beauté. Or, ce 3e pilier, on a tendance à l'oublier. Il a été, entre guillemets, écarté au profit de la science. Le vrai, la science. Et on oublie la beauté. Or, la beauté, c'est la musique, c'est le coucher du soleil, c'est une belle discussion avec des belles syllabes. On met de côté la vulgarité, la nervosité. Mais c'est aussi, eh bien, la coupe de cheveux et la belle tenue. Mais progressivement, ces prochains mois, on va mettre en place des initiatives où on va se réunir avec, pour mot d'ordre, l'élégance jusqu'au bout de la langue. Pas jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout de la langue. Le mot d'ordre, on viendra bien habillé, avec des thématiques aussi axées sur le langage, évidemment au nom de l'afro-noblesse. Mais concrètement, faites l'expérience du costume élégant. L'élégance et votre vie sera littéralement changée. Littéralement changée. À titre individuel, pour ceux qui connaissent mon parcours, hein, j'ai eu, oui, on va dire entre 5 et 10 ans où je ne jurais que par la thug attitude. Moi, à l'époque, je suis de la génération Tupac, Method Man, Booba de Lunatic, hein, et qui d'autres encore qui me servaient comme ça de modèle de support d'identification. Donc moi, c'était jean baissé, pull à capuche, sourcils froncés, casquette, durag. Moi, je suis de cette génération-là. J'ai eu pendant un temps, j'ai traversé un peu le jogging Lacoste et les jeans Levi's un peu serrés, la démarche avec des petites Reebok. L'époque Clignancourt, l'époque Gare du Nord, l'époque Châtelet avec le grand escalator. Moi, je suis de cette génération-là. Et puis après, j'ai basculé, moi. Moi, j'ai basculé au détour de la vingtaine, à 21 ans, du temps où j'étais dealer. Ça a duré 1 an. Et j'ai eu à rencontrer un fils de bonne famille qui était habillé avec une élégance incroyable et qui, devant moi, a déployé ce pouvoir-là sans donner d'ordre. Mais j'ai vu comment, autour de lui, s'organisaient des courbettes, en gros, le beauty privilege, mais pas uniquement axé sur le visage. Souvent, on associe le beauty privilege au visage, ce qui est vrai. Il y a un privilège quand vous êtes beau gosse, quand vous êtes belle gosse. Mais ça ne se limite pas au visage. Et ça, on ne le dit pas assez. Le beauty privilege, ça s'étend aussi à votre posture et à vos vêtements. Et aujourd'hui, plus que jamais. Il y a 50 ans, le costume, c'était la norme. Donc en soi, il n'y avait rien de stupéfiant, rien d'admirable à arborer un beau costume. À part si vous étiez un zazou, comme le montre Spike Lee dans, en tout cas, la première partie du film Malcolm X. Le mouvement Zazou, c'est un mouvement comme ça qui a mis en avant un certain type de costume très coloré, qui s'inscrivait dans une certaine façon dans le dandisme, dans la tradition du dandisme. Eh bien, aujourd'hui, en tant qu'afro, on peut réhabiliter, récupérer cet héritage, d'ailleurs, qui a été insufflé, notamment durant le Met Gala. Durant le Met Gala, pour... alors, je vois que l'un d'entre vous veut monter. Je vais accepter. Hein, je vais voir si... Je ne demande, je vous invite jamais à monter, alors que, enfin, je l'ai dit aujourd'hui. Pour ceux qui veulent porter leur témoignage, vous êtes les bienvenus. Hein. Là-dessus, c'est une thématique qui me tient à cœur. D'ailleurs, on est une trentaine ce soir. On a commencé à 15, timidement. Là, mon ego est ça y est, est repaix pour ce soir. Je vais pouvoir dormir avec une certaine satisfaction. C'est comme un professeur, quand il vient en classe, s'il voit trop de chaises vides, il se demande s'il n'a pas raté sa vocation. Donc, grâce à vous ce soir, cette question ne va pas m'effleurer l'esprit. Je vous en remercie. Mais pour revenir plus sérieusement donc à la puissance de l'élégance, et évidemment, je reviendrai dessus à maintes reprises. Pour moi, aujourd'hui, enfin pas qu'aujourd'hui, hein, mais ça constitue l'arme la plus efficace, d'une part, pour lutter au quotidien contre les actes, ce qu'on appelle le racisme ordinaire, et de deux, et c'est plus important encore, ça permet soi-même de s'émanciper, de s'élever, de gagner en confiance en soi, en estime de soi, en amour propre, en somme, en réalisation de soi. L'élégance. C'est tout sauf superficiel. C'est tout sauf superficiel. La puissance de l'élégance, comme d'aucuns diraient, moi j'aime à le rappeler, hein, l'élégance, c'est l'art d'avoir raison sans ouvrir la bouche. Soyez élégant et vous verrez à quel point votre vie
changera. Mettez vraiment de la créativité dans votre placard et votre vie sera créative, les opportunités se présenteront. Alors évidemment, ça repose sur un certain nombre de contraintes quand même. Hein. Donc je l'ai dit tout à l'heure, être créatif au niveau des vêtements, avoir si possible un peu le souci du détail. Regardez la bague par exemple, j'ai essayé d'harmoniser. Voilà, des petites choses. Autre bague, bon, encore faut-il que ça se prolonge. Et c'est là où parfois, par exemple, les tontons sapeurs pêchent, en tout cas dans l'imaginaire français, dans l'atmosphère francophone, c'est le langage. Si vous arborez une élégance à toute épreuve, qui fait pâlir de jalousie votre voisin, monsieur et madame Dupont, mais que lorsque vous ouvrez la bouche, on entend le fin fond du 9-3, on entend le fin fond du pays, là, ça casse un peu, et je dirais même, ça risque de se retourner contre vous. Vous donnez ainsi, à ce moment-là, l'impression que vous vous faites passer pour ce que vous n'êtes pas. Alors, je ne dis pas que vous ne pouvez pas passer au-dessus de la critique. Vous avez le droit d'être élégant vestimentairement, même si votre expression orale, voilà, est encore brinque-ballante. Simplement, la pression sociale que vous allez subir, elle n'est pas simple à encaisser. Autant vous prévenir. D'accord ? Maintenant, si la beauté est le cintre le plus efficace contre le préjugé, merci. Elle impose un respect que le regard de l'autre ne peut plus ignorer. Un respect et une admiration, j'insiste. Le beau plaît immédiatement en dehors de tout intérêt. Citation d'Emmanuel Kant dans Critique de la faculté de juger. La beauté plaît immédiatement. Quand vous regardez un beau tableau, vous regardez le Taj Mahal, vous regardez la chapelle Sixtine, vous regardez le Sphinx en Égypte, les pyramides, vous êtes comme ça subjugué. Vous ne vous dites pas, attends, ça a été construit. Non, ça c'est après que le questionnement s'impose. Mais d'abord, c'est la sidération positive. Alors, possible de vous inviter à un événement culturel pour parler d'identité culturelle africaine en général et africaine en particulier. Avec plaisir. Avec plaisir, moi, quand je suis convié et que je peux apporter ma pierre à l'édifice d'une réflexion collective, je ne me fais pas prier, en tout cas pas encore. Je n'ai pas encore ce niveau-là, je ne suis pas encore blasé, si je puis dire. Non, mais au-delà de ce trait d'humour, moi, vous avez compris ma mission, j'essaye de transmettre, c'est mon mot d'ordre, coûte que coûte, transmettre et transmettre le goût de la transmission. Donc, double action, je transmets des infos autant que possible et je transmets le goût de transmettre. Parce que c'est souvent cette chaîne de transmission qui a tendance à nous faire défaut. Certains accumulent de la connaissance et ensuite prennent de haut tout le monde. Moi, je connais, toi, tu connais pas, écarte-toi de mon chemin. Et après, on vit comme des îles un peu perdues au milieu de l'océan, alors que d'autres savent faire converger leur connaissance par une chaîne de transmission continue. Alors, et le costume arboré par les sapeurs au Congo, quel privilège. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé des sapeurs. Alors, certainement, le frère Kamsot vient d'arriver, donc je vais revenir sur cette notion, parce que c'est une question qui mérite qu'on s'y attarde. Alors, j'ai pas mis les pieds au Congo, donc je ne sais pas ce que le port du costume des sapeurs représente là-bas. En revanche, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça leur permet, justement, de tordre le cou à la misère dans laquelle ils peuvent être enfoncés. C'est-à-dire que vous êtes au milieu des détritus, vous vivez sous un toit de tôle, mais que voilà, vous portez votre costume, vous vous sentez comme un super-héros. Donc c'est une vertu thérapeutique individuelle assez puissante. Alors je ne sais pas si ça se limite à ça ou si sur place, ça prend d'autres aspects. Donc vraiment, moi je vous délivre, je vous réponds sur la base des éléments dont je dispose. D'accord ? Merci pour le cardigan, c'est sympa. D'ailleurs, cardigan, je crois que c'est Temu ou Chine, hein, c'est $15, 15 euros. Donc je vous dis, quand vous accumulez à moindre coût des vêtements et que vous les agencez, ça donne des œuvres. Donc, mettez tout votre talent, tout votre génie dans votre vie et votre talent dans vos œuvres, comme disait l'autre. Si on est élégant tous les jours, comment se démarquer dans les grandes... Ah, bonne question. Merci. Vous êtes en forme ce soir, il y a des questions qui fusent. J'ai de la chance de vous avoir. C'est vrai qu'on m'avait déjà fait remarquer la qualité de mes followers, de mes abonnés, mes afro-nobles, ça se confirme encore ce soir. Effectivement, c'est l'un des, on va dire, des angles morts, un des défis. Si vous êtes tous les jours tiré à 4 épingles, comment faire le jour où il faut être tiré à 5? Si vous êtes sur votre 31, comment faire le jour où, effectivement, il faut sortir le grand jeu, parce que sortir le 32, sur 32, c'est pas toujours simple. Donc là, oui, il y a un défi, c'est vrai, c'est vrai. À ce moment-là, essayez de rajouter une touche supplémentaire. Pour vous donner un exemple, j'essaie quand même de différencier. Mais c'est une très bonne question parce que moi-même, j'ai été heurté
dans mon processus, enfin, pas dans mon processus, sur mon chemin de l'élégance. Vous avez peut-être pas remarqué, mais les cardigans, par exemple, il y a encore un an et demi, je les portais pas. Je ne portais que des costumes. Dans les lives, dans les événements, partout, je ne portais que des costumes. Jusqu'au moment où je me suis dit, attends, il faut quand même, effectivement, si je vais acheter ma baguette avec mon fils, toujours en costume, il faut peut-être que parfois, comme on dit, je dose. Il faut que je trouve un peu une fluctuation, une graduation. Effectivement. D'accord. Et cette graduation, bah, c'est comme ça que j'ai décidé de varier avec en journée plutôt des cardigans et puis après dans des événements j'arbore plutôt des costumes plus, plus raffinés pour ce qui est de par exemple plus colorés. Donc voilà, j'essaye quand même de hiérarchiser mon élégance. Mais c'est une très bonne question, hein, vraiment. Donc je suis quand même parvenu, je le pense, à hiérarchiser dans mon placard les tenues, avec certaines que je réserve à des grandes occasions et d'autres que voilà, j'ouvre à mon quotidien. D'accord. Mais quoi qu'il en soit, euh, mieux vaut être tous les jours élégant et se retrouver face à ce dilemme de temps en temps, ouais, je sais pas quoi mettre au mariage de mon cousin ou au baptême de ma petite nièce, plutôt que de ne pas du tout être élégant et d'être élégant une fois à l'année. Non, vraiment, l'élégance a des vertus sociales, mais surtout des vertus psychologiques, pour votre psychologie et psychosociologique, pour vos interactions. Alors à ce moment-là, et juste à ce moment, on peut aller voir un couturier local pour une pièce. Voilà, exactement, par exemple. C'est vrai, bien dit. Pour les grandes occasions, vous pouvez voir un couturier local. Maintenant, après, selon les bourses, mais en effet, pour les grandes occasions, exclusivement, voilà, essayez d'être très créatif et aller chercher dans le sur-mesure. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc vraiment, j'applaudis hein, à cette remarque, à cette suggestion. Mais quoi qu'il en soit, les deux choses principalement, à mon sens, à retenir ce soir, c'est premièrement, nous évoluons tous avec des vérités, avec des croyances, avec des évidences. Et parfois, certaines de ces évidences nous enferment dans une culture, je ne vais pas dire de la médiocrité, en tout cas dans une forme d'immobilité. Et en ce qui concerne nous autres afro, alors que si métamédia, il requiert des ajustements selon l'occasion pour laquelle on s'habille. On ne s'habille pas en smoking pour un pique-nique, c'est pourquoi il existe des styles casual. Alors effectivement, on ne s'habille pas en costume pour un pique-nique, quoique. C'est pour ça que casual, formel. Alors style casual, comme je l'ai dit, il peut y avoir une graduation. Néanmoins, il faut quand même garder, il faut rester dans la dimension de l'élégance. Et après, et moi j'estime qu'il y a des frontières. Je ne suis pas de ceux qui considèrent qu'on peut être en jean t-shirt et se considérer élégant. Ça, j'y crois pas. Enfin, c'est pas, j'y crois pas. Moi, je m'y refuse. À ce niveau-là, je suis dogmatique. Pour moi, l'élégance, pour les hommes, c'est au moins la chemise, le pantalon, chaussures, peut-être tennis et encore, mais au moins chemise, pantalon. Voilà. Et pantalon taille aux hanches, hein, pas taille baissée. D'accord. Voilà. Il n'y a pas d'histoire de oui, mais le jean avec de temps en temps un beau t-shirt et une veste par-dessus. Pour moi, non. On n'est plus dans l'élégance, on est dans autre chose. D'accord. Moi, je vous invite. Et l'un de ceux qui m'a influencé d'ailleurs à nuancer un petit peu mon style, à l'atténuer par moment, c'est Azap Proki, le mari, le tendre et cher de Rihanna. Je trouve, en tout cas, souvent qu'il arbore un style assez marqué, assez impactant, et d'autant plus que il a réussi à rendre ses lettres de noblesse aux tresses collées. Moi, je suis de la génération où les tresses collées, comme je les appelais, les braids, c'était le propre des rappeurs. C'était Method Man. C'était après au basket Allen Iverson, mais c'était mal vu à l'échelle de la société, sauf que nous, on adorait ça. Et A$AP Rocky a dédiabolisé, parce que belle gueule, il a mis des tresses, mais surtout en costume. Et à force, il lui a redonné sa noblesse. Donc tout ça pour dire que même sur les questions capillaires, beaucoup des nôtres rencontrent des difficultés dans le marché du travail, soit parce qu'ils ont une afro, soit parce qu'ils ont des tresses, et ils comprennent, enfin en tout cas on leur fait comprendre que pour rentrer dans le moule, ils sont forcés de couper leurs cheveux ou de les lisser ou de mettre un chignon pour ce qui est des femmes. Bon, eh bien, je pense que d'abord, quand vous excellez dans votre domaine, une fois que vous êtes déjà installé dans le poste, après,
vous pouvez accéder à une certaine largesse, une certaine liberté. Mais si par ailleurs vous compensez, en tout cas si vous priorisez l'élégance, eh bien finalement votre coupe de cheveux sera beaucoup plus tolérée dès lors que voilà, vous avez une vraie élégance et qui se prolonge, je ne le dirai jamais assez, avec l'élégance verbale. Quand en réunion, lorsque vous prenez la parole, même si vous n'êtes pas le manager, le N+1, vous prenez la parole, vous agencez vos arguments grâce au logos, à la rationalité pure, parce qu'il existe des règles, quand vous les respectez, et qu'en prime, vous emballez le tout avec un souci esthétique verbal, et croyez-moi que tout le monde vous mange dans la main. Et ensuite, votre coupe de cheveux devient même la cerise sur le gâteau aux yeux de tous. Ah, alors là, il faut également être fit, c'est la condition sine qua non. Je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là, je ne vous cache pas, là, je sors mon joker. Quoi qu'il en soit, il faut adapter effectivement sa tenue à sa morphologie. Ça, c'est indéniable. Ça, c'est indéniable. C'est d'ailleurs, à titre individuel, hein, pour être totalement transparent avec vous, ce qui, entre autres, m'a motivé à maintenir une activité sportive assez étroite en raison du fait que je ne tenais pas forcément à ressembler au tonton sapeur avec le ventre du Père Noël. Non, je fais de la résistance. Mais voilà, au-delà de ce trait d'humour, adaptez, tant que vous êtes bien dans votre peau, adaptez au moins la tenue, effectivement, à votre morphologie. Et l'élégance peut s'adapter à toutes les morphologies. Maintenant, effectivement, les pièces, elles peuvent ne pas être accessibles à toutes les morphologies. Ça, c'est un autre sujet. Quoi qu'il en soit, retenez bien que certaines évidences sont des prisons mentales. On a grandi avec l'évidence, oh, contrôle au faciès, oh, notre couleur de peau nous diabolise. Eh bien, cette évidence condamne les jeunes à l'irresponsabilité, ou du moins à la déresponsabilisation. Et là, je ne parle pas des jeunes KRA un peu perdus dont j'ai fait partie. Je ne parle pas de cela. Je parle de ceux qui n'ont même pas conscience d'être stigmatisés par leurs vêtements. Ils pensent l'être par leur couleur de peau. Et cette pensée, limite, bride leur bonne volonté, leur détermination. Vous imaginez, vous pensez que si on vous a claqué la porte de tel entretien d'embauche, c'est parce que ça a causé votre couleur de peau? À aucun moment vous vous dites c'est peut-être parce que je m'exprimais pas suffisamment bien, peut-être parce que ma tenue n'était pas suffisamment élégante, peut-être en gros vous ne vous remettez pas en question et ainsi vous ne vous inscrivez pas dans une dynamique d'évolution, dans une autodétermination. Donc cette évidence-là, cette prison de l'évidence, elle doit être mise en lumière pour qu'on puisse s'en libérer. Donc ça c'est vraiment un point très central, sans blâmer, sans accuser qui que ce soit. Et dans le prolongement, maintenant, adopter une nouvelle évidence. Mais en l'expérimentant. Il ne s'agit pas de dire Herman a dit, donc c'est vrai. Pas du tout. Expérimentez. Prenez cette idée, cette croyance. Pour le moment, ça relève de la croyance. Je vous la transmets, vous la recevez. Vous dites, bon, Herman a dit ça, je vais voir. Tirez-vous à 4 épingles. Une fois. Et ensuite, allez vaquer à vos occupations, faire des courses, aller au travail. Et vous verrez. Et vous verrez. Et vous verrez la magie. Moi, je prends les paris. Hein. La magie va s'opérer. Et vous n'en reviendrez pas. À condition, j'espère, que quand même vous aurez le souci, vous allez repasser vos vêtements, que ça ne va pas apparaître non plus ridicule. Comprenez-moi bien. D'accord? Mais dès lors que vous allez respecter une certaine harmonie et que ça va vous aller, en termes de taille, vous verrez que la vie va se transformer en champ de roses, un tapis rouge sous vos pas. D'accord? Voilà, merci. C'est vrai, je l'avais oublié celui-là. Boris Becker, exactement. Il a consacré 2-3 vidéos comme cela où il marche. C'est incroyable, son charisme, il est décuplé. Et il voit que les gens sont en admiration, que ce soit les gens qu'il croise ou même dans les commentaires. Tout le monde le souligne. C'est un très bon exemple. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Samoulodia, 95. C'est l'exemple parfait à ce niveau-là. Je ne sais pas s'il va maintenir cette nouvelle attitude, cette nouvelle politique, cette nouvelle culture de l'élégance, qui lui va très bien du reste. Mais effectivement, là-dessus, il fait écho. Il est l'illustration parfaite de ce que j'essaie de véhiculer ici. Alors on se dit que puisque c'est à cause de ma couleur de peau, il n'y a rien d'autre. Exactement, voilà, c'est ça. C'est qu'on s'enferme dans l'idée que la couleur de peau détermine le traitement, et comme je ne peux pas changer de couleur de peau, mais il n'y a rien à faire. Et on baisse les bras, on s'inscrit dans une résignation et on attend le grand soir. Et de temps en temps, sur les réseaux, quand quelqu'un
parle, nous caresse dans le sens du poil. C'est la faute du système, c'est la faute des racistes. Ouais, on like. On a notre chute de dopamine. Mais après, le lendemain matin, bah, on attend le RSA où on se casse toujours les dents et la police vient nous matraquer. Et sans le savoir, on s'enferme dans ce cercle de la rage qui, de l'intérieur, nous ronge. Si ça nous apportait un quelconque avantage, même si c'est en vase clos, pourquoi pas? Sauf que moi, en tant qu'ancien aujourd'hui, je vois celles et ceux que j'ai laissés dans la cité qui en sont restés prisonniers mentalement. Je peux vous assurer que ce ne sont pas les personnes les plus heureuses. Alors, vous avez des anecdotes, des avantages, des privilèges dont vous avez bénéficié grâce à l'élégance? Tellement. Bonne question d'abord, merci. Les avantages des trucs, honnêtement, tous les jours. Alors, plusieurs exemples. Je sors du métro, les policiers effectuent un contrôle, comme ça. Mais vraiment, c'était, enfin, même pas les contrôles, il y avait un barrage comme ça, un barrage totalement. Ils m'ont vu, j'arrivais devant eux, c'est-à-dire que, allez-y monsieur. Mais vraiment, allez-y monsieur. Pas de, oui, vite fait vos papiers. Non, non, allez-y monsieur. Premier exemple. Autre exemple, un peu marquant. Alors évidemment, quand je me rends dans les restaurants, dans des bars, enfin les restaurants, tout de suite, je suis bien accueilli, bien reçu, mais à condition, et ça c'est vrai, c'est pas que le vêtement, c'est surtout dans ces moments-là, c'est aussi le langage. Dès que je débarque, je prends un malin plaisir à appuyer un langage soutenu, mais simple, simple, la phrase courte. Bonsoir monsieur, comment allez-vous? Le simple bonsoir, comment allez-vous? Déjà, ça les déroute. Ils disent, hein, quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui lui? Parce que personne ne leur dit, déjà, ne serait-ce que. Les gens se contentent de bonjour ou bonsoir. Alors que moi, j'appuie. Bonsoir monsieur, ou bonsoir cher monsieur, comment allez-vous? Et là, tout de suite, oui, il se redresse, oui, bien, évidemment. Et là, ensuite, le traitement à ce niveau-là est un peu privilégié. Alors, faut-il forcément avoir un salaire conséquent pour être élégant? Non, je le répète, pas du tout. Il faut avoir un salaire, mais pas conséquent. Pas du tout. À moindre coût. L'élégance ne coûte pas plus cher que le jogging basket. Hein. Ça, il faut en être certain, mais la question méritait d'être posée et mérite de faire l'objet, en termes de réponse, de plusieurs vidéos. En effet, ça c'est une idée reçue et qui peut freiner effectivement certaines initiatives. Certains peuvent se dire parmi vous que ah non, je peux pas parce que ça va me coûter un bras, il faudra que je me ruine. Alors que non, c'est vraiment principalement une affaire de volonté, rien d'autre. Surtout dans une époque où en 3 clics, vous pouvez avoir chez vous des cravates à 1 euro, des chemises à 10 euros, des cardigans à 15 euros et des accessoires à 2 euros, à 1 euro. Sur ce côté-là, vive la mondialisation, sur cet aspect-là. Même si ça suppose qu'effectivement, au Cambodge ou dans d'autres pays, certains travaillent pour 3 francs 6 sous, hein, je suis pour rien. Mais c'est vrai que j'en bénéficie. Donc concrètement, pour revenir, non, pas besoin de se ruiner. Je confirme, je m'habille élégamment depuis 2023 et je ne me ruine pas. Voilà, merci pour ce témoignage. Réellement, il n'y a pas de corrélation. On peut bien s'habiller sans se ruiner. Et au contraire. Au contraire, pourquoi? Du fait que l'élégance vous ouvre des opportunités. Vous êtes élégant, vous participez à un networking, eh bien, vous tapez dans l'œil, ou du moins, vous apparaissez comme une personne sérieuse, respectable, et puis surtout agréable. Donc l'élégance vestimentaire, l'élégance verbale, et si vous ajoutez une touche de culture générale, alors là c'est bingo. Là, vous êtes le roi du monde. Là, vous êtes dans les petits papiers. On vous contacte, on prend votre numéro, croyez-moi. Et notamment si vous êtes un afro. Parce que pour l'heure, encore aujourd'hui, hélas, je ne m'en réjouis pas, pour autant c'est un constat, vous apparaissez vraiment comme une perle supra rare que l'on veut avoir à ce côté, tellement on n'y croit pas. Limite, on vous touche, on vous pince pour être sûr que vous êtes réel. Si dans une conversation, vous citez Aimé Césaire, ensuite vous parlez de Catherine II et au passage, vous soulignez le fait que Baudelaire n'a pas été très tendre dans son recueil de poèmes, mais que Sogny Laboutancy l'a vengé. Oh, croyez-moi que vous secouez un peu l'assistance et les gens ensuite veulent vous avoir, non pas comme un singe savant, je précise, mais plutôt comme une personne de bonne compagnie. À vous maintenant de mettre la limite, évidemment. Ne cédez jamais au tutoiement facile, maintenez le vouvoiement, même quand on vous tutoie, gardez le vouvoiement, ce n'est pas vous soumettre, c'est au contraire maintenir une hauteur, à condition que vos phrases s'articulent selon le registre de langage du vouvoiement, qui n'est pas le registre du langage du tutoiement. Voilà ce que j'avais pour ce soir à vous dire.
Alors, j'espère ne pas avoir trop été dans tous les sens, hein. J'ai essayé d'éviter trop de digressions, de garder un fil conducteur, afin quand même d'être cohérent et de vous transmettre une leçon à retenir pour ce soir. La leçon principale, se méfier de nos évidences, et certaines de nos évidences sont des prisons mentales, et en l'occurrence concernant le vêtement, la fausse évidence du contrôle au faciès finalement cache une vraie évidence, c'est que c'est le contrôle au profil qui doit nous permettre de prendre notre destin en main, et notamment avec une arme forte, une arme politique, l'élégance, qui est aussi une arme de développement personnel. L'élégance. Mieux on s'habille, mieux on se sent, mieux on se sent, et également plus on rayonne, plus le système, plus la société nous le rend bien. Voilà, globalement, ce que je pouvais vous dire. Alors, le comment allez-vous, je l'ai appliqué lors d'un échange avec une caissière au Galeries Lafayette, et j'ai eu droit à une réduction. Voilà. Et le numéro de la caissière. Voilà. C'était en prime. Pour la culture générale, on peut commencer par quoi pour éviter de se perdre? Alors, bonne question. Culture générale, il existe des ouvrages dédiés à la culture générale. Alors, je dois en avoir un quelque part par là. J'en ai tellement de bouquins un peu à gauche à droite. Vous m'excuserez. En tout cas, il existe des livres. Hein, vous tapez culture générale à la FNAC, vous demandez. Il existe des livres exclusivement dédiés à la culture générale. Honnêtement, en France, c'est pas ce qui manque. Des ouvrages à la FNAC, c'est des mines d'or. C'est la caserne d'Ali Baba. On peut dire ce qu'on veut de la France. En revanche, on peut pas lui reprocher une chose, c'est le paradis des livres. Il y a tellement de livres en tout genre, à des coûts ou à des prix abordables, que ce soit des prix neufs, des prix d'occasion. Enfin, vraiment, si vous voulez vous cultiver, vous serez servi. Et en l'occurrence, des livres de culture générale. Et ensuite, la culture générale, il ne suffit pas juste de lire. Constituer des fiches. Faites des fiches, en veux-tu, en voilà. Vous voyez la vétusté de mes fiches, tellement elles sont vieilles. C'est pour vous dire, hein, des fiches, dans des carnets aussi. Vous notez des citations, des notions. Vous voyez, à la fin, là, c'est des notions clés, etc. Enfin, voilà, fiches, lecture de culture générale avec les notions, étudier les étymologies des mots-clés, c'est important pour savoir de quoi vous parlez, des fiches de citations, de proverbes, quoi d'autre encore comme recommandation. Donc ça, c'est déjà une bonne base sur le terrain de la culture générale. Alors, comment donner le goût à la prochaine génération d'éviter de s'incarcérer dans le jogging basket? As-tu une idée? Ben voilà, précisément ce que j'essaye de faire aujourd'hui, ce que je vais continuer à marteler. Continuer. C'est la sensibilisation, c'est comme la lecture, à force de marteler, je croise des personnes, des frères dans la rue qui me disent, honnêtement, avant toi, je ne savais pas que c'était aussi important, même quand ils sont diplômés. Hein. Je prenais ça à la légère, et bien à force de me le répéter, j'ai fini par m'y mettre, et en effet, ça change ma vie. Donc je pense que la répétition, c'est comme les professeurs, vous répétez 10 fois, 100 fois la même leçon, et au bout de la 101e fois, bah, l'élève, il a la lumière, eureka, sa vie change. Donc c'est vraiment marteler, convaincre un maximum, et avec les outils que nous offrent les réseaux sociaux, des vidéos, où vous essayez d'être le plus percutant possible. Après, on met en place des événements, là aussi où l'impact visuel sera tel. Cela étant, gardez toujours en tête que vous ne pourrez jamais convaincre tout le monde. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'à titre personnel, je suis élitiste. Non pas que je veuille exclure, c'est que j'ai conscience que les révolutions de comportement sont d'abord actionnées par une minorité, d'une part. Et d'autre part, n'ayons pas envie d'être asphyxiés par une forme de déception, je préfère partir du principe que de toute façon, seule une minorité parmi celles et ceux qui m'écoutent déjà comprendront et adopteront. Alors qu'à l'inverse, si je pars dans une logique collective, par exemple, si je m'adresse à 10 personnes dans l'espoir que les 10 vont adopter, si j'en vois que 8 n'adoptent pas, j'aurais tendance à me résigner. Alors que si je pars déjà dans l'idée que s'il y en a un sur les 10 qui m'écoutent, c'est déjà une victoire, et que finalement je m'aperçois qu'il y en a 2, ben je serai aux anges. C'est aussi ça l'élitisme, mais je serai amené aussi dans une autre vidéo à évoquer cet aspect-là. Toujours est-il que c'est ce qu'il fallait retenir ce soir. Méfiez-vous des évidences. Les évidences sont à vos raisonnements ce que les fondations sont à la maison. Parfois, questionnez vos évidences. Pourquoi croyez-vous en ce que vous croyez? Qu'est-ce que ça vous apporte surtout au quotidien? Est-ce que ça contribue à votre développement? Ou alors à l'inverse, est-ce que ça vous enferme dans une fatalité, dans un pessimisme? Il n'y a pas de poison plus puissant pour le développement de l'humain que la fatalité, que le pessimisme. Certains appellent ça réalisme. Non, si vous avez un projet qu'un ami ne cherche que des hypothèses négatives, ce n'est pas un ami, c'est un poison. Il est enfermé dans le pessimisme et il essaie de vous contaminer.
Ça ne veut pas pour autant dire qu'il faille être aveugle, ne pas voir les défis ou les risques. Pour autant, il faut quand même être optimiste. La foi, c'est le moteur de la réussite. C'est le premier pas vers la réussite. Et s'agissant donc de la deuxième évidence, le vêtement, expérimentez. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Prenez pour vous cette idée que l'élégance change la vie et commencez par une journée. Tirez-vous à 4 épingles, parfumez-vous, coiffez-vous, mettez-vous au top, comme si vous allez vous-même vous marier. Mariez-vous avec votre vie une seule fois et après vous m'en direz des nouvelles. C'est tout. Voilà. Même si vous n'êtes pas encore à l'aise verbalement, si vous voulez être à l'aise verbalement, vous me contactez et en quelques séances, en moyenne 2 à 3 mois, votre vie sera littéralement transformée. Et je n'ai qu'une parole. Et toutes celles et ceux, les centaines d'élèves que j'ai eu à former, aujourd'hui, ils ne peuvent que en attester. Ils sont tellement estomaqués devant mon enseignement, ils se demandent mais comment se fait-il que l'école ne transmet pas tout ce que je transmets. Et ça ne saurait tarder. J'ai des projets aussi visant les éducations nationales, notamment sur le continent, mais je vous en parlerai aussi une autre fois. Toujours est-il que c'est ce que vous devez retenir. L'élégance transforme votre vie. Il n'existe pas d'arme révolutionnaire plus impactante que l'élégance. C'est une arme individuelle, mais qui a des conséquences collectives. Telle est la puissance du beau. Le beau plaît immédiatement. Le beau vous plaît à vous, quand vous vous regardez dans une glace, plaît à vos proches, plaît à vos voisins, plaît à vos collègues, plaît aux badauds que vous croisez dans la rue. D'accord ? Et en tant qu'afro, vous passez du statut de membre d'une personne visible à une personne qui est bien vue. C'est aussi ça l'avantage. Donc vous retournez le stigmate d'un stigmate négatif, en tout cas qui suscite des a priori négatifs, en stigmate positif. C'est ça le black is beautiful, afro is beautiful. D'accord ? Donc vous voyez le verre à moitié plein. Et essayez, toujours, encore une fois, essayez. D'accord ? Voilà. De plus, on reçoit beaucoup de compliments, c'est encourageant et ça fait plaisir. Merci, monsieur l'Indien 911, pour votre contribution et qui ne fait que pas simplement me conforter, mais qui rajoute de l'eau à ce moulin. On n'est pas très nombreux, mais il faut encourager les nôtres, au moins à tenter, expérimenter. L'expérience est la mère de la science. Merci pour toutes vos contributions. C'est un réel plaisir. Chaque semaine, je vais m'efforcer, en dépit de mes responsabilités professionnelles et familiales, voilà, de me montrer plus régulier dans les lives et plus vous m'encouragerez et plus je serai au rendez-vous. Ainsi va le cercle vertueux. Noblesse oblige. Prenez soin de vous. À très vite et reposez-vous bien. Et en prime, soyez élégants. À très bientôt.